comme ça je perds pas trop de temps. Donc je suis Marie Guichard, bonjour à tous. Je travaille au ministère de la Santé, au bureau de la qualité des eaux. Et donc je suis en charge des dossiers eau de loisirs, donc principalement je m'occupe des baignades et des piscines. Donc si c'est bon, je vais pouvoir... Est-ce que vous voyez à l'écran la diapositive? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter en première partie rapidement la réglementation applicable aux baignades naturelles. Je pense que c'est important de s'arrêter un petit peu sur ces aspects-là pour ensuite évoluer et faire un focus sur les recommandations relatives aux cyanobactéries en fin de présentation. Donc déjà il faut savoir que la réglementation relative aux eaux de baignade, elle est vraiment, elle se base sur les dispositions de la directive européenne 2006-7/CE du 15 février 2006. Et donc c'est cette directive en fait qui va définir la réglementation en droit national. Donc cette directive a été transposée et donc les règles sont maintenant définies dans le Code de la santé publique. Et plus récemment, le niveau national a sorti une instruction qui date du 2 juillet 2020, justement pour actualiser un petit peu plus ou préciser ces règles qui sont dans la réglementation et notamment préciser un peu ce qu'on attend en termes de classement des eaux de baignade. Donc une eau de baignade, elle est définie dans la directive comme toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent. Donc en France, ce grand nombre de personnes, en fait, on a compté au moins 10 personnes et à partir de ce nombre-là, donc on peut potentiellement ouvrir une baignade et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. C'est-à-dire qu'une baignade peut être fermée de façon temporaire sur une partie de la saison balnéaire ou toute une saison balnéaire. Mais effectivement, si la baignade est fermée plusieurs années, voilà, finalement, elle sort un petit peu du champ d'application. Donc, ne sont pas considérés comme des eaux de baignade les bassins de natation et de cure, donc c'est ce qu'on appelle les piscines. Les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques, là on va plutôt faire référence aux piscines thermales, piscines qui sont souvent alimentées par de l'eau minérale naturelle, et les eaux captives artificielles, séparées des eaux de surface et des eaux souterraines, là c'est ce qu'on entend par des baignades artificielles, dont la réglementation est assez récente puisqu'elle date de 2019. Donc après avoir défini ce qu'est une eau de baignade, quelques grands principes définis dans la réglementation. Donc déjà, les objectifs de la directive européenne est double. C'est d'une part de protéger la santé des baigneurs et d'autre part améliorer la qualité de l'eau, donc qui permettra aussi de protéger la santé des baigneurs. Donc tout d'abord, dans la réglementation, on demande à ce que les eaux de baignade soient recensées au niveau national. Donc c'est fait chaque année par le gestionnaire de la baignade. Le public peut également participer à ce recensement. Et chaque année, on a à peu près, je dirais, 20 à 30 nouvelles baignades qui sont recensées. Bien sûr, il y en a d'autres qui ferment définitivement, mais en moyenne, voilà, on a à peu près 20 à 30 baignades nouvelles chaque année. Ça concerne des baignades qui peuvent être aménagées ou non et dont le gestionnaire peut soit être issu du domaine public ou privé. Donc privé, par exemple, ça peut être un camping. Et public, en général, c'est la commune qui gère, qui est le gestionnaire de la baignade. Et donc, une fois que ces points de baignade sont recensés au niveau national, ils sont mis en ligne sur le site du ministère chargé de la Santé, donc le site internet baignade, et cette mise en ligne se fait approximativement au mois de juin de chaque année. Donc on en a légèrement parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de passer un peu de temps là-dessus, c'est l'élaboration du profil de baignade. Donc le profil de baignade, c'est déjà un objectif de la directive européenne puisque
la directive précise qu'en 2015, toutes les baignades doivent avoir un profil de baignade. Donc l'idée, c'est d'identifier des sources de pollution qui pourraient avoir des effets sur la santé du baigneur et de supprimer ces sources de pollution. Donc ça s'articule en plusieurs parties. D'une part, la description des caractéristiques physiques, géographiques, hydrologiques des zones de baignade qui peuvent être sources de pollution. Donc identifier et évaluer les sources de pollution pouvant être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau et altérer la santé des baigneurs. D'évaluer également le potentiel de prolifération des cyanobactéries ou des macroalgues. Et en cas de risque de pollution à court terme, c'est d'évaluer des mesures de gestion, les définir. Donc ça peut passer par l'information sur le risque, la fréquence à laquelle cette pollution survient, la durée, et bien sûr des mesures de communication, d'affichage sur le site de baignade. Donc le profil est actualisé si par exemple on a des gros changements sur le plan d'eau qui peuvent avoir un impact voilà, positif ou négatif hein, sur la qualité de l'eau. Et le profil est également révisé si, par exemple, il y a un déclassement, donc une baignade qui serait classée excellente, dont le classement serait moindre les années suivantes. Là, donc, on demande à ce que le profil soit révisé. Ensuite, donc là, c'est rapidement, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que toutes ces informations, elles figurent dans les rapports de l'ANSES et elles sont très détaillées. C'était juste pour bien comprendre qu'un risque sanitaire résulte de la combinaison de deux facteurs, du danger sanitaire et de l'exposition. C'est-à-dire que un danger tout seul, sans exposition, ne représente pas forcément un risque sanitaire. Donc, parmi les dangers qu'on peut retrouver et donc en cas de source de pollution, c'est soit des agents microbiologiques pathogènes, donc ce qu'on appelle soit des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. Ça peut être également des microalgues toxiques qui peuvent se développer. Donc ce sont des contaminants également du milieu extérieur, donc soit par des apports en nutriments, donc comme on l'a vu précédemment, ou soit des effluents d'élevage, de boue de stations d'épuration, des engrais qui sont épandus sur les sols, ou des rejets d'assainissement qui sont insuffisamment traités, ou bien des lessivages des sols qui peuvent ensuite dégrader la qualité de l'eau, ou bien tout simplement des déjections d'animaux. Donc l'exposition pour le baigneur se fait par contact cutané, principalement, et par ingestion d'eau qui est contaminée. Et on va retrouver majoritairement comme risque sanitaire des syndromes de type gastro-entérite. On peut avoir également des infections, qu'elles soient cutanées ou non, et des intoxications. Donc en cas d'impact à la suite d'une dégradation de la qualité de l'eau, donc ça peut être soit des dépassements de normes de qualité de l'eau, c'est-à-dire des seuils qui sont fixés par la réglementation, ou bien des pollutions, des contaminations qui ont été identifiées. Les impacts sur la baignade vont, en termes de gestion et de communication, donc les mesures en gros vont être soit des restrictions de zones de baignade ou d'activités nautiques, ou bien des interdictions de baignade, qu'elles soient temporaires ou permanentes. En dernière partie du coup de cette présentation sur la réglementation, quelques notions donc du coup sur le contrôle sanitaire. On a beaucoup évoqué ce matin, mais en fait ce contrôle sanitaire, pour en dire quelques mots, il est réalisé par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la Santé, qui est retenu par l'Agence régionale de la santé. Et ce contrôle sanitaire, en fait, c'est un programme de prélèvement d'échantillons d'eau, de baignade, qui va être donc analysé pour mesurer différents paramètres.
Pour classer une eau de baignade, 2 paramètres microbiologiques sont obligatoirement contrôlés. Il s'agit des entérocoques intestinaux et des Escherichia coli, qui sont indicateurs d'une contamination fécale. Bien sûr, d'autres paramètres peuvent être mesurés dans le cadre du contrôle sanitaire, c'est le cas des cyanobactéries par exemple, mais ces paramètres-là ne seront pas pris en compte pour classer une eau de baignade. Donc le contrôle sanitaire, il y a également des règles d'échantillonnage à respecter qui sont fixées donc, dans la réglementation. Il faut avoir en tout 4 prélèvements minimum par saison balnéaire, dont un prélèvement qui est réalisé 10 à 20 jours avant le début de la saison balnéaire et ne pas dépasser 30 jours entre 2 prélèvements. Le contrôle sanitaire s'accompagne également d'un contrôle visuel par le gestionnaire. Donc, ça peut être contrôlé si présence de verre, de plastique, etc., de biofilms, par exemple, voilà, de prolifération de cyanobactéries. Le classement maintenant, donc comme je vous l'ai dit, il est calculé uniquement sur les résultats des 2 paramètres obligatoires. Et on va prendre en compte en fait l'ensemble des résultats de ces 2 paramètres sur 4 années. Et donc en termes de classement, on aura 4 classes: excellent, bon, suffisant ou insuffisant. Les résultats d'analyse et des classements sont affichés sur ou à proximité du site de baignade, et également sur le site du ministère chargé de la Santé. Donc là, j'ai un exemple, c'est une baignade dans l'Aube. Donc là, vous pouvez voir à l'écran le classement qui est excellent. Donc c'est les résultats de 2019 puisque le rapportage à la Commission européenne sur cette année est en cours. Vous pouvez également voir au milieu de la fenêtre les résultats des prélèvements. On peut cliquer dessus pour avoir vraiment le détail des paramètres qui ont été mesurés. Et un historique des classements sur les 4 dernières années, avec la légende en bas à droite. Voilà, donc je vais passer quelques diapos maintenant pour avoir un petit focus sur les résultats de la saison balnéaire 2019. Je ne vais pas m'appesantir très longtemps là-dessus parce qu'on ne parle pas des cyanobactéries dans cette présentation. Mais du coup, c'est juste pour vous montrer aussi un petit bilan national voilà, de la qualité des eaux de baignade. Donc on a recensé en tout 3348 sites de baignade en 2019. Ce chiffre est relativement stable d'année en année. Parmi ces sites, certains donc, ont fait l'objet d'un contrôle sanitaire et 17 n'ont pas été classés parce qu'ils ont été fermés en 2019 et n'ont pas fait l'objet de contrôle sanitaire. Et chaque année, le rapportage de ces classements à la Commission européenne représente environ plus de 34 000 prélèvements d'échantillons d'eau qui sont effectués donc, dans le cadre du contrôle sanitaire mis en œuvre par les ARS. Donc, ce que ça donne pour 2019, on voit qu'il y a eu à peu près 80% des eaux de baignade France entière, donc métropole et outre-mer, qui ont été classées excellentes. 13%, un peu plus de 13% de bonne qualité, 3% de qualité suffisante et un peu plus de 2% de sites qui ont été classés en insuffisante qualité. Et il reste 2% des sites, donc c'est des sites qui n'ont pas eu d'étiquette excellent, bon, suffisant, insuffisant. En fait, ils n'ont pas de classement pour plusieurs raisons. Soit parce que ce sont des nouvelles baignades, donc comme je vous l'ai dit, le classement il s'effectue. Et ces baignades qui ont été ouvertes récemment, il y a 4 prélèvements à avoir par an, donc 4 x 4, ça fait 16. Elles n'ont pas eu un nombre total suffisant pour pouvoir être classées, donc elles le seront par la suite. Des baignades qui portent la mention d'insuffisamment de prélèvements, c'est-à-dire que les règles d'échantillonnage n'ont pas été respectées. Il y en a eu 10 l'année dernière. La catégorie changement, c'est un peu particulier, ça concerne plutôt des sites qui ont fait l'objet de travaux pour améliorer la qualité de leur eau.
Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, des sites qui ont été fermés au public, donc qui n'ont pas fait l'objet de prélèvements. D'année en année, on peut voir sur ces diagrammes en barre que la qualité augmente en France. Donc là, j'ai repris les années de 2013 à 2019 puisque la directive européenne est entrée en vigueur en 2013. Donc on peut voir une bonne évolution des eaux qui ont été classées excellentes et aussi une diminution des eaux qui ont été classées insuffisants depuis 2013, avec une légère hausse entre 2018 et 2019. Mais avec le temps, donc la qualité quand même de l'eau en France a tendance à s'améliorer. Je vais passer sur la dernière partie de ma présentation avec un focus donc sur le sujet du jour, sur les cyanobactéries. Donc actuellement, on l'a un peu évoqué, actuellement les recommandations qui sont définies au niveau national sont donc précisées dans une note d'information qui date de 2015 et qui précise que lorsque le profil de baignade a mis en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries, on peut graduer des mesures de gestion sur la base de seuils. Donc le niveau national avait défini un seuil de 100 000 cellules par minute par fréquence de prélèvement, sachant que la fréquence de prélèvement elle est mensuelle. Et donc si ce seuil est dépassé, la baignade est interdite. On peut également baser et graduer les mesures de gestion en fonction des seuils en toxines qui ont été définis dans le rapport de l'AFSA et de l'AFSET de 2006. Donc c'est un seuil en microcystine, à savoir 13 microgrammes par litre en équivalent microcystine LR. Et si on mesure l'anatoxine A, le seuil a été fixé à 40 microgrammes par litre. Donc ça, ce sont les recommandations on va dire, actuelle. Mais j'ai pas fini, il me reste une autre diapo là-dessus. En fait, cette diapo, c'est juste pour dire que les ARS, donc comme l'a rappelé Carole précédemment, effectivement, on voit bien que c'est compliqué au niveau national d'avoir une gestion homogène et de définir des mesures de gestion qui soient vraiment équivalentes d'un plan d'eau à l'autre finalement, de par cette variabilité spatio-temporelle dont on a parlé ce matin. Donc la gestion du risque, ce qui était écrit dans la note de 2015, c'était qu'elle devait être établie dans la mesure du possible entre l'ARS et le gestionnaire de baignade, sur la base des connaissances disponibles du site, donc notamment des éléments du profil par exemple, et également voilà, vraiment de la connaissance et l'historique des proliférations du site. Donc les seuils de gestion qui sont proposés dans le rapport de 2006 pouvaient servir de base à l'élaboration de mesures de gestion, et le caractère toxinogène peut bien sûr être utilisé par les ARS dans le cadre de la gestion du risque sanitaire. Donc nous avons saisi l'ANSES en 2016 pour justement actualiser toutes ces recommandations. Le travail donc a abouti en 2020, donc l'avis et le rapport de l'ANSES, et nous envisageons d'actualiser nous aussi nos recommandations au niveau national. Donc nous prévoyons donc de faire une instruction au niveau DGS qui couvrirait plusieurs volets. Donc il y aurait principalement le volet eau de baignade, mais également le volet sur l'eau potable, l'eau destinée à la consommation humaine, et un volet aussi sur les méthodes de dénombrement et d'analyse, donc qui reprendrait les notions qui sont, enfin les recommandations du référentiel du laboratoire d'hydrologie de l'ANSES. Donc en termes de calendrier, cette instruction pourrait sortir à la prochaine saison balnéaire, donc en 2021. On en est vraiment au début de l'élaboration de l'instruction, donc j'ai pas malheureusement beaucoup d'éléments à vous fournir.
Et ensuite, une fois que ce sera, on va dire que l'instruction sera finalisée, elle sera aussi soumise aux ARS pour qu'elles nous remontent leur avis, puisque donc les ARS sont aussi sont sur le volet de la gestion opérationnelle. Donc voilà, c'est une étape importante. Donc si je fais juste un focus sur les recommandations qui seront actualisées sur les eaux de baignade, nous souhaitons en fait s'inspirer vraiment des recommandations de l'ANSES et de suivre vraiment la trame qui a été proposée. Donc en termes de modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire, les sites de baignade pour lesquels soit le profil met en évidence un risque, soit il y a eu un historique qui est connu de prolifération de bactéries ou des signalements d'intoxication ou de mortalité animale, la surveillance des cyanobactéries donc intégrée au contrôle sanitaire en routine. Les mesures de gestion seraient déclinées en fonction des niveaux d'alerte qui sont présentés dans le rapport. Je ne vais pas m'apesantir dessus puisque Carole l'a expliqué, mais nous avons trouvé intéressant de bien distinguer à la fois les cyanobactéries planctoniques et cyanobactéries benthiques et d'avoir du coup des mesures, enfin des recommandations qui seraient adaptées à chaque soit aux cyanobactéries planctoniques avec une surveillance par le gestionnaire et le contrôle sanitaire par l'ARS dans les deux cas, et des mesures de gestion graduées en fonction du niveau dans lequel on se situe. Donc un niveau vigilance avec le dénombrement en cyanobactéries qui se ferait du coup en biovolume, qui s'exprimerait en biovolume et non plus en comptage cellulaire, avec un renforcement de la fréquence du contrôle sanitaire. Et à l'atteinte de l'alerte 1, ce serait de graduer ces mesures avec une interdiction de la baignade si on dépasse les seuils de toxines. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Désolée pour les quelques minutes de retard. Pas de souci, non, on est dans les temps. On a jusqu'à 12h30 du coup pour essayer de répondre à un maximum de questions. Je crois que tu as répondu déjà à beaucoup de questions qui sont arrivées. Donc sur la réglementation, tu confirmes qu'il s'agira d'une instruction qui devrait arriver avant la saison de baignade 2021. Voilà. Est-ce qu'ensuite ce sera transcrit dans des textes réglementaires? Alors, tout dépend en fait de la directive européenne, puisque la réglementation, elle est vraiment basée sur la directive européenne. Et donc, à ce stade, on n'a pas trop d'infos si la directive va évoluer en fait dans les prochaines années. On parle d'une révision, mais ça fait longtemps qu'on en parle, donc à mon niveau, j'ai pas encore d'infos. Et je ne sais pas si la Commission européenne prévoit d'intégrer le volet cyanobactéries dans la réglementation. C'est pour ça qu'on est sur des recommandations de niveau national concernant les cyanobactéries. J'ai oublié de préciser, alors je vais peut-être prendre les questions aussi sous les yeux, mais j'ai oublié de préciser tout à l'heure dans ma présentation que nous avons pris contact avec le ministère de l'Agriculture, la Direction générale de l'alimentation, qui prévoit de son côté également de faire une instruction sur la pêche professionnelle et d'intégrer du coup des recommandations de l'avis de l'ANSES de 2020. Il n'a pas été possible de faire une instruction commune à nos deux directions pour des raisons de calendrier, mais voilà, si l'info peut être intéressante pour l'auditoire. Oui. D'accord, on a d'autres questions sur les autres loisirs nautiques, justement, qui, eux, ne sont pas dans la réglementation de baignade, enfin dans la recherche de la qualité de l'eau pour la baignade. Qu'est-ce qu'il en est, du coup, de toutes ces activités nautiques? Alors effectivement, elles sont pas, les activités nautiques ne sont pas intégrées dans la réglementation.
En revanche, on peut très bien avoir des recommandations et en général, ce qui se fait, alors ça va dépendre peut-être d'une région à l'autre, mais d'après les retours que j'ai, la plupart du temps, il y a quand même un contrôle sanitaire qui est effectué. Parce qu'en général, les zones d'activité de loisirs nautiques sont souvent à côté d'une zone de baignade. Donc le contrôle sanitaire, il est quand même fait sur ces zones de loisirs nautiques. Et si on met en évidence une pollution sur la baignade, on va bien sûr mesurer, on va peut-être aussi augmenter la fréquence de contrôle sanitaire. Donc voilà, on aura quand même des éléments sur ces zones d'activité de loisirs nautiques. On avait une question aussi sur les baignades entre guillemets sauvages ou non recensées. Que doit faire la collectivité pour se prémunir de tous les risques? Est-ce qu'il faut prendre un arrêté d'interdiction de baignade? Est-ce que ça doit se faire sur la base d'un fondement clairement identifié? Alors bah déjà, je dirais soit la baignade n'est pas connue, donc bon, c'est probablement pas le cas, mais si ça arrive, la baignade n'est pas connue, elle fait partie donc du coup de ces baignades qui peuvent être ouvertes au public. Il n'y a pas de raison de l'interdire. Soit effectivement, il y a un risque ou soit un motif de sécurité qui fait que la baignade ne peut être ouverte au public. Et là, effectivement, le gestionnaire de la baignade, qui peut être la commune, a tout intérêt à interdire et à afficher aussi les raisons de l'interdiction. C'est déjà pour se couvrir et pour éviter et dissuader du coup tout promeneur ou tout baigneur qui pourrait s'aventurer dans une zone qui peut être dangereuse. Oui, donc la responsabilité du maire est toujours mise en cause en cas de baignade sur sa commune, même si c'est une baignade qui n'est pas ouverte. Oui. Ok. Une autre remarque sur du coup le nombre de sites de baignade où on voit dans ton graphique au début une amélioration de la qualité des eaux quand on prend tous les sites de baignade en France. Est-ce que c'est pas lié aussi aux fermetures des sites où la qualité était insuffisante? Alors, on l'a vu effectivement sur le dernier diagramme en barre là, qui était en rouge et qui présentait la proportion des sites classés insuffisants. On a vu qu'en 2018, il y avait eu une nette baisse. Et ça s'explique effectivement par la réglementation. Pour rappel, la directive est entrée en vigueur en 2013. Et une baignade qui va être classée pendant 5 ans insuffisant va fermer au bout des 5 ans. Et donc forcément, en 2018, on a eu une nette baisse du nombre de baignades puisqu'elles ont été fermées. Donc on avait beaucoup moins de sites qui étaient classés insuffisants et effectivement, ça s'est vu après en 2019 où ça a légèrement augmenté un tout petit peu. Donc effectivement, ça a joué. D'accord, il y a une question intéressante qui est peut-être plus destinée à Carole Catastini. Du coup, existe-t-il un risque sanitaire pour l'alimentation en eau des troupeaux de bovins sur les, du coup, qui est un cas assez récurrent sur le bassin versant de la Dordogne notamment, et après sur l'humain via une bioaccumulation. Mais donc on en revient un petit peu aux eaux de surface, aux eaux de rivière et après au potable. Je laisse la parole à Carole. C'est une question, donc on est conscient de cette problématique, mais c'est une question que nous n'avons pas traitée dans le groupe de travail et qui pourrait faire l'objet d'une autre saisine en fait. Là, je ne peux pas apporter des éléments de réponse, mais on sait que c'est une problématique récurrente. Je peux apporter un élément de réponse pour compléter? Oui, bien sûr, tous les intervenants peuvent venir. Il y a une étude qui était sortie au début des années 2000 en Suisse, où ils avaient recensé en une dizaine d'années une centaine de morts de vaches à cause des toxines de cyanobactéries dans des lacs d'altitude en Suisse. Donc c'est une problématique qui existe réellement.